Bienvenue dans Politiquement Chaud, un débat lancé par un président de la République. Bien généralement, effectivement, ce débat ne s'éteint pas au bout de 24 heures. C'est le cas du débat, ou plutôt de la volonté exprimée hier devant la presse par Emmanuel Macron de lutter contre les fake news en français pour faire plaisir à l'Académie. Ce sont bien sûr des fausses nouvelles. Nous allons en débattre ce soir avec Danielle Simonet, qui est oratrice nationale. J'ai bien dit orateur, il n'y a pas de porte-parole à la France Insoumise, oratrice nationale de la France Insoumise. On en parle avec Olivier Auguste de l'Opinion, on en parle avec Alexandre Malafaille et avec Alexis Brézé du Figaro. Et puis on parlera aussi, je ne vous ai pas oublié Julien Arnaud, bien sûr que non, on parlera aussi du retour des djihadistes, et notamment de 2 jeunes femmes et une en particulier qui demande à revenir en France, capturées en Syrie et à être jugées en France. Nous nous demanderons qui doit les juger aujourd'hui. D'abord, effectivement, fake news débalancée hier par le président de la République. C'était devant la presse. C'était une information nouvelle. On réécoute le président, Julien, parce qu'on ne s'en lasse pas. Écoutez, vous l'avez suivi lors de ses vœux à la presse sur LCI, ces fameuses fake news, une loi contre les fausses nouvelles pendant surtout les périodes électorales. Écoutez. Entre le complotisme et le populisme, le combat est en effet commun. Il est de saper toute confiance dans le jeu démocratique. Entre ces machines à répandre les fausses nouvelles et les médias professionnels, la porosité menace. Un texte de loi sera prochainement déposé à ce sujet. En période électorale, sur les plateformes Internet, les contenus n'auront plus tout à fait les mêmes règles. Voilà, et cette proposition d'Emmanuel Macron a été confirmée aujourd'hui par le porte-parole du gouvernement et ce sera avant la fin de l'année. Voilà, fausses nouvelles, on va parler, il y a une législation qui existe déjà en France. Danielle Simonet, c'est bien de lutter contre la diffusion des fausses nouvelles, non ? Vous savez, déjà, on a un cadre légal qui permet de poursuivre diffamation. Enfin, on a déjà un arsenal législatif. Donc, nous, on se méfie beaucoup de toute nouvelle loi qui pourrait être très liberticide sur les médias. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses à faire sur les médias. Nous, on demande toujours l'application du programme du Conseil national de la résistance, c'est-à-dire l'indépendance des médias vis-à-vis des grandes puissances de l'argent. Aujourd'hui, il y a 9 milliardaires. Oui, mais c'est un autre sujet. Là, on est sur la diffusion de fausses nouvelles pendant les périodes électorales. Il y a un parti des médias qui détient 90% des médias. 9 milliardaires. C'est pas des conditions démocratiques acceptables. Et ensuite, si on estime qu'il y a un problème déontologique des médias... Les fake news, ils n'y sont pour rien. Oh, eh bien, écoutez, je ne suis pas d'accord. Voilà, d'abord, je ne suis pas d'accord. Et deuxièmement, je pense que pour respecter un cadre déontologique du journalisme, eh bien, mettons en place la mesure que Jean-Luc Mélenchon a à nouveau relancée à travers une pétition qui a fait plus de 170 000 signatures pour la création d'un conseil déontologique du journalisme, qui était d'ailleurs une mesure défendue par le syndicat national des journalistes qui va fêter ses 100 ans cette année. Là, comme le dit Alexandre, c'est un autre sujet, c'est-à-dire les diffuseurs de fausses nouvelles en période électorale. Vous auriez pu être victime d'ailleurs de fausses nouvelles en période électorale. On a été victime d'ailleurs de fausses nouvelles. On a été victime de cela. Et ce n'est pas simplement le problème, il ne faut pas le limiter au site Internet. Il ne faut pas non plus le limiter aux périodes électorales. Les citoyens doivent avoir un droit de réponse, un droit de réaction, un droit d'interpellation, ce que peut permettre ce conseil déontologique des journalismes. Alors que là, la mesure de M. Macron, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un contrôle étatique sur les sites Internet qui définira quelle est la vérité. Alors, puisqu'Alexandre a déjà commencé à dire une mauvaise réponse, Danielle Simonet. Absolument. Non, vous pouvez ne pas être d'accord avec ma réponse, mais ma réponse est excellente. Elle est formidable, comme toujours. Non, mais le vrai sujet, en fait, c'est qu'on est en train de prendre la mesure de ce qui est en train de se produire avec la révolution numérique. Je crois qu'il faut regarder les choses en face. Le vrai sujet, il est là. Alors qu'après, effectivement, on puisse s'interroger de manière légitime sur la liberté de la presse et sur le contrôle ou pas de l'information, bien sûr, et sur la difficulté qu'il y aura à savoir ce qu'est une fake news et comment on peut, à un moment donné, dans quel délai de réactivité, de quelle façon on peut arriver à appréhender tout ça. Ça, je suis d'accord. Il n'empêche qu'aujourd'hui, avec le développement du numérique, avec l'intelligence artificielle, avec la fabrication des fausses nouvelles et la capacité invraisemblable du système à les propager. Moi, je regardais tout à l'heure un petit reportage où on montrait comment maintenant, avec simplement l'intelligence artificielle, on prend une image en été, on la transforme en hiver, on prend une image de jour, on la met la nuit, on prend Obama, on en refait autre chose, et on lui fait dire n'importe quoi. Comment vous allez filtrer, contrôler tout ça? On a un problème absolument majeur. Alors, en revanche, je ne suis pas sûr que la loi, en l'occurrence, fasse quelque
quelque chose. C'est comme si on va faire aujourd'hui la guerre moderne avec un lance-pierre. C'est un peu à ça que me fait penser cette réponse. Mais il n'empêche qu'on est face à un problème d'ampleur massive et qu'il y a une espèce de guerre mondiale nouvelle dans laquelle aujourd'hui un certain nombre de puissances se sont engagées et qui utilisent toutes nos faiblesses, nous, en tant qu'État de droit, pour nous attaquer et nous attaquer en plus avec nos propres outils, parce que globalement Google et Facebook, c'est né en Occident. Alors c'est plus les Américains qui en sont responsables qu'autre chose. Mais on a un vrai sujet majeur. Alors là encore, je le dis, je ne sais pas si la loi va nous aider, mais en tout cas, il faut y faire face parce que sinon, tout le monde sera concerné, tout le monde sera impacté à un moment ou à un autre parce que ça intéressera des puissances étrangères qui verront effectivement un intérêt très direct de pouvoir salir les uns, salir les autres et jeter la calomnie. On va en revenir parce que tout ça part effectivement des États-Unis. D'ailleurs, fake news pour la première fois, c'est une expression qui apparaît dans le dictionnaire britannique. Forcément, ça ne peut pas apparaître dans le dictionnaire français. Oui, on dit fausse nouvelle, mais peut-être que fausse nouvelle, ça viendra dans un dictionnaire qui sera publié peut-être l'année prochaine. Olivier Auguste, il y a nécessité ou pas, effectivement, notamment pendant les périodes électorales, de contrôler ou d'empêcher certains de diffuser des fausses nouvelles. Il y a un vrai problème avec ces fausses nouvelles. Ça, sur le constat, je pense que tout le monde ici sera d'accord. Maintenant, il y a une petite différence là quand même. Oui, mais enfin, sur les rumeurs, ça a toujours existé. Emmanuel Macron nous dit oui, mais les fake news, c'est organisé par des États étrangers, etc. La rumeur, elle a rarement été spontanée, désorganisée, signée. Enfin voilà. Il y a une ampleur, évidemment, il y a une rapidité de diffusion qui vient avec Internet, qui vient avec les réseaux sociaux et qui pose de vrais problèmes. Donc ça, je pense que là-dessus, on peut à peu près tous se rejoindre. Sur la réponse qu'il propose, elle est un peu paradoxale. Il nous dit il y a des États qui veulent manipuler l'information et qu'est-ce que je vais faire, moi, pour rectifier tout ça? Je vais faire appel à l'État. Ça pose au moins 3 problèmes. Un problème un peu de principe qui est de dire, ce qui sous-entend tout ça, c'est de dire en France, l'État ne peut que être le parti de la vérité. Je ne sais pas comment dire ça, mais enfin, si c'est l'État, c'est forcément vrai. Qu'on repense, je ne sais pas, au Rainbow Warrior ou au fameux nuage de Tchernobyl ou à l'attaque en Libye, à la frontière. L'intervention en Libye, par exemple. Voilà, il y a des tas d'exemples sur lesquels on pourra discuter sérieusement. Est-ce que l'État fabrique lui-même des fake news L'État français avait fabriqué des fake news pour justifier l'intervention militaire en Libye. C'est en tout cas pas une garantie absolue permanente que la vérité est là parce que l'État est derrière. Il y a ensuite un vrai problème d'application, effectivement. La mesure, une des mesures qu'il envisage précisément, c'est de dire en période électorale, un juge pourra demander le retrait d'un article ou fermer un site internet. Oui. Et pourra le faire en référé. On fait du droit pendant 2 secondes. En référé, ça veut dire qu'il y a une urgence, mais que pour répondre à cette urgence, on n'examine pas le fond du problème. On dit, ah oui, si cet article était faux, alors peut-être qu'il pourrait fausser le résultat de l'élection. Donc là, on est quand même, on se demande vraiment sur quelle base on va trancher. Déjà, ça peut être problématique de laisser un juge dire l'article contient des éléments vrais, pas vrais, mais là, on est en référé, donc on ne va pas examiner le fond. Il y a quand même un vrai souci. Imaginez une seule seconde, si Marine Le Pen avait proposé cette mesure-là à Emmanuel Macron lors de leur débat d'entre-deux tours, je ne suis pas sûr que Emmanuel Macron aurait trouvé ça formidable. Et puis un tout dernier Attendez, petit point. Vous reviendrez, vous ne partez pas tout de suite. Mais juste pour finir là-dessus, un petit point pratique, j'allais dire, au-delà de toutes ces questions de principe. Instaurer comme ça une forme de contrôle par la puissance publique, ça ne peut que être contre-productif. Toutes les personnes qui sont sensibles à ces fake news, elles sont un peu dans le on nous cache tout, on nous dit rien, dans le grand complot politico-médiatique, etc. Si on leur dit en plus l'État a décidé que ça c'était faux, elles vont dire c'est donc qu'on nous cache des choses. Alexis Brézé. Moi je crois que derrière tout ça, il y a une intuition juste et il y a une erreur dans laquelle il ne faut pas tomber. L'intuition juste, c'est qu'on ne peut pas continuer, du fait de l'explosion des réseaux sociaux, à laisser des millions de personnes être en contact avec des informations sans le moindre, non pas contrôle, mais sans la moindre responsabilité de ceux qui la diffusent. Il n'y a pas de liberté sans responsabilité. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, les GAFA, Facebook, Amazon, Twitter, Instagram, ne sont pas responsables. Les lois dont vous parliez, qui sont les lois sur la presse, ne sont pas applicables aux réseaux sociaux. Parce que leur siège n'est pas en France. Parce que, non, pas du tout pour ça. Entre autres. Parce qu'ils se considèrent non pas comme des éditeurs, mais comme des tuyaux. Ils disent un tuyau n'est pas responsable de ce qui passe dans le tuyau. Donc aujourd'hui, des millions de contenus, il ne s'agit pas de faire je pense, de faire un contrôle, d'empêcher des choses. Il s'agit de faire comme le veut le droit de la presse, a posteriori, quand quelqu'un s'estime, ou quand la puissance publique s'estime
lésé, faire un référé. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans le droit de la presse pour tous les journaux. C'est ce qui se passe aujourd'hui en Allemagne. En Allemagne, aujourd'hui, il y a un dispositif qui permet... Et ce n'est pas du tout que pour les fake news. C'est notamment pour les propos racistes, les injures, la diffamation, enfin tout ce qui concerne aujourd'hui le droit de la presse. Aujourd'hui, tous les journaux, nous tous, le moindre internaute qui met un commentaire raciste... le directeur de la publication du journal peut se retrouver devant les tribunaux. Monsieur Google, Monsieur Facebook peut passer à des décapitations, des trucs atroces, des suicides en direct, il ne risque rien. C'est quand même malgré tout un problème. C'est un problème de liberté, oui, mais responsabilité en face. Alors, la caricature de ça, c'est de dire on va faire la police de la pensée, dire le vrai, le faux. Ça, c'est absurde. C'est pas du tout ça qu'il faut faire. C'est juste mettre le droit commun, le droit de la presse, l'appliquer à Google, à Facebook, à Instagram, à Twitter, à tous ces gens-là. Ça changerait tout. Oui, alors, il y a des réactions politiques, on a entendu effectivement Daniel Simonet, il y a eu d'autres réactions politiques, ils ont mis du temps parce qu'ils sont un peu en vacances, les politiques, les responsables, donc le temps que ça arrive. Réaction des opposants à Emmanuel Macron qui voit dans sa proposition une mesure inquiétante pour la démocratie. Regardez le tweet par exemple de Marine Le Pen. Qui va décider si une information est fausse? Des juges du syndicat de la magistrature, le gouvernement s'est-elle interrogé? Et on va juste écouter rapidement dans sa foulée Sébastien Chenu du FN. Que veut faire Emmanuel Macron? Construire peut-être un ministère de la vérité, mais derrière cela, on devine le dessein profond d'Emmanuel Macron. C'est quoi? Eh bien, il veut continuer à faire vivre une fable, la fable du vivre ensemble. Il a besoin de ce rideau de fumée. C'est dangereux, c'est inutile, c'est inopérant. Voilà, inutile, dangereux, inopérant pour le FN. Le député de la France Insoumise, Alexis Corbière, a expliqué « J'ai peur que là-dedans, il y ait une volonté de museler ». Bruno Retailleau, dans un communiqué ce soir pour les Républicains, écrit « Emmanuel Macron commet là un faux pas qui pourrait nous entraîner beaucoup trop loin ». Et dans cette foule de commentaires, un petit bon point pour Emmanuel Macron, c'est le tweet d'Alain Juppé, du maire de Bordeaux. Combattre les fake news, c'est protéger la démocratie. Il est aussi essentiel de former les plus jeunes à l'esprit critique. Alors c'est quand même la justification aussi d'Emmanuel Macron hier, c'est protéger la démocratie, c'est-à-dire qu'effectivement il y a des interventions, il peut y avoir des interventions étrangères et on va en parler. Et effectivement, tout ça a démarré aux États-Unis. C'est pas protéger la démocratie, de protéger les citoyens contre des tentatives de manipulation? Alors, protéger la démocratie, c'est pas en mettant en place un contrôle étatique qui la muselle. Moi, je pense que... C'est pas un comité de censure, là, quand même. Si vous pensez que ce sera un comité de censure... Pour l'instant, on n'a pas le projet de loi, mais enfin, jusqu'où ça peut aller? Quand est-ce qu'il va s'arrêter? Par contre, oui, former l'esprit critique. Voilà ce qu'il faut faire. C'est pour ça que je reviens sur cette proposition d'un conseil déontologique du journalisme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si à un moment donné, il y a une fausse nouvelle, il y a une diffamation, il y a un mauvais traitement de l'information qui est fait, eh bien, le citoyen, la citoyenne peut interpeller le conseil déontologique du journalisme pour qu'il y ait un échange, une médiation et qu'il y ait des comptes à rendre. Dont nous parlons ne sont pas produites par des journalistes. Donc l'affaire de votre conseil de journalisme ne s'appliquera évidemment pas à ces fake news, qui d'ailleurs sont assez rarement... fait par des puissances étrangères. La puissance étrangère, il y en a. Les Russes s'agitent un peu. Mais quand on parle des fake news aux États-Unis, pour l'essentiel, c'est souvent des citoyens tout à fait américains, soit parce que ça les amuse, soit par esprit politique. Et donc, c'est pour ça que c'est très difficile de faire la différence entre le fake news et l'opinion. Soit souvent pour gagner de l'argent, parce qu'en fait, ce sont des entreprises qui sont des usines à fake news, qui font ça parce qu'ils ramassent de la pub derrière. Donc, je reconnais que c'est extraordinairement difficile. C'est pour ça qu'il ne faut surtout pas entrer dans le débat. Qu'est-ce que c'est qu'un fake news? C'est impossible de le dire. Un fake news, qui fait des fake news? Il y a des entreprises, il y a des individus, il y a des États. Donc, c'est beaucoup trop compliqué. Il faut juste le droit commun. Quand quelqu'un s'estime mis en cause, il faut qu'il puisse se défendre, c'est tout. Sauf qu'il faut organiser un débat démocratique sur les médias pour justement aussi permettre un esprit critique permanent chez les concitoyens et concitoyennes sur les informations diffusées dans les médias. Et c'est important, c'est pour ça que créer un conseil déontologique des journalistes, créer une indépendance des médias de la part des grands groupes, et ce sont des éléments qui garantissent cela. Un statut des comités de rédaction. Oui, mais le problème, c'est que... Très objectivement, que M. Macron engage ce débat-là. Or là, il prend un aspect avec en plus une mesure qui peut être extrêmement liberticide. Ça ne réglera sans doute pas la totalité du problème, loin s'en faut. Qu'à un moment donné, un comité déontologique pour la presse, c'est sans doute une bonne idée. Qu'à un moment donné, un organe qui puisse effectivement évaluer du bien fondé ou pas d'une émission, d'un format, ça c'est très bien. À la limite, allons-y. Je pense que ça fera pas de mal. Certains pays l'ont fait, c'est pas une mauvaise chose. Mais ça réglera pas le problème des fake news. En revanche, je pense qu'il y a un vrai sujet de fond, parce que ça, pour le coup, vous parliez effectivement d'esprit critique. C'est ce qu'évoquait Alain Juppé. C'est très bien, mais si on veut vraiment travailler l'esprit critique, il faudra 20 ans pour arriver à se mettre à peu près au bon niveau. Or, dans
dans 20 ans, ça va évoluer à une telle vitesse que ce sera compliqué. Alors du coup, on le fait pas non. Et on remet en cause l'indépendance du net. Non, pas du tout. On peut à un moment donné se poser ce genre de questions parce qu'à un moment donné, c'est aussi notre souveraineté et notre survie qui est en jeu. Hein. On parle d'un sujet quand même qui est très très sérieux et qui n'en est qu'à son début. La vraie question, c'est est-ce que derrière, il ne faut pas aller vers finalement la fin de l'anonymat sur Internet parce que à partir du moment où on a le droit, on est dans un pays libre, on ne risque pas sa liberté aujourd'hui en manifestant, on ne risque pas sa liberté en s'exprimant comme on le fait là à la télévision. Mais... Bon, non, attendez, je termine. Donc je pense qu'à un moment donné, la vraie bonne mesure, c'est de dire voilà, à partir du moment où vous avez un compte Twitter et vous participez au débat public sur la sphère nationale, à partir du moment où vous votez sur une pétition pour soutenir une pétition de M. Mélenchon, eh bien tout ça vous le faites avec des vrais gens, des vrais comptes et une vraie traçabilité. Si on a ça, à ce moment-là, chacun sera responsabilisé et ne colportera peut-être plus aussi les fake news ou les nouvelles dont on n'est pas certain avec autant de facilité qu'aujourd'hui. Vous savez, moi je crois que si on continue comme ça dans 10 ou 15 ans, les vieux médias dont vous dites qu'il faut les contrôler, il n'y en aura plus un de toute façon. Donc le problème, il ne se posera plus. Aujourd'hui, si on continue comme ça dans 10 ans, dans 15 ans, il n'y a plus un média européen. Il n'y a plus TF1, il n'y a plus Le Figaro, il n'y a plus l'Opinion. Pardonnez-moi, et c'est ce que veulent les GAFA. C'est ce que veulent les GAFA. Et j'en viens au deuxième point de la et donc proposition. un Macron ne peut plus être élu par le parti des médias. Ne peut plus vos seuls informateurs seront américains. La seule information que liront, y compris vos électeurs, ce seront des informations faites par 3 gigantesques entreprises plus importantes que la France, plus importantes que l'Europe. Oui, les robots des informations. Mais qui seront tous américains. Vous verrez si à ce moment-là, les informations, elles iront dans le sens de Mélenchon. Non, je vais aller dans votre sens. Verrez, il y a aussi le problème, justement, M. Macron ne traite pas de cette question. Si, il en parle. Il n'en parle pas de la question des robots d'information. Non, il parle d'un truc très important, au moins aussi important à mon sens, plus important que les fake news, c'est le partage de la valeur ajoutée entre les producteurs d'informations et les plateformes qui diffusent cette information. Aujourd'hui, ces plateformes sont en train d'accaparer toute la recette publicitaire et les médias sont tous en train de mourir. Si rien n'est fait contre ça... Ça veut dire la fin du pluralisme, qui est une des meilleures garanties qu'on puisse avoir contre les... C'est l'ultra-capitalisme qui va informer le monde. Il y aura eux et des Chinois. Il faut taper très très fort. Alors je veux dire que Mélenchon, il n'y en aura plus du tout. Non, il faut taper très très fort pour le coup sur les réseaux sociaux, enfin sur les auteurs les plateformes en général. Et les Allemands, par exemple, ont pris une initiative. Alors c'est uniquement sur les fake news, mais quand un média allemand n'enlève pas une fake news, c'est 50 millions d'euros d'amende. 50 millions d'euros d'amende. Voilà, ça dissuade. Hein. Ouais. Donc effectivement, il n'y a pas eu de problème l'an dernier. Donc à un moment donné, il faut mettre des amendes absolument disproportionnées. Il va falloir responsabiliser les GAFA, sachant que les GAFA ont intérêt à un moment donné aussi à terme à se remettre en cause, parce que sinon, ils ne sont pas un jour à l'abri d'un retournement de législation, y compris par les Américains, que M. Trump est un peu agacé, et parce que les Chinois vont s'y mettre aussi. Hein. Oui, petit commentaire, précision, parce qu'on parle beaucoup de l'Allemagne. Il n'y a pas qu'en Allemagne, et donc en France aujourd'hui, qu'on réfléchit à ce problème. Oui, puisque l'Allemagne a été l'un des premiers à dégainer une loi de ce type pour contraindre les réseaux sociaux à une modération, mais vous le disiez tout à l'heure, ça concerne uniquement les discours haineux qui sont diffusés sur les réseaux sociaux, sur Internet, et elle est en vigueur depuis le 1er janvier dernier. Le Royaume-Uni, l'Italie réfléchissent aussi à durcir leur arsenal juridique, et puis du côté de l'Europe, de la Commission européenne, une consultation a été lancée. Elle va durer jusqu'au 23 février prochain et qui devrait normalement se traduire par une directive ou un règlement européen. Et l'ensemble des pays européens réfléchissent à une législation nouvelle que Macron évoque, sans la citer explicitement, qui est celle des droits voisins, qui consiste à dire que quand un article de l'Opinion, du Figaro, une vidéo de TF1, un article du média proche des Insoumis sera diffusé sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur Snapchat et tout ça, qu'à ce moment-là, TF1, l'Opinion, le média, le Figaro touche quelque chose et que ces plateformes cessent de vivre de ce que nous, les uns les autres, nous produisons. Ça me paraît au moins aussi important que cette affaire de fake news. Là, c'est un problème de modèle économique, c'est-à-dire que pour produire de l'information fiable, analysée, etc., ça demande des moyens, ça demande des rédactions importantes. Or, les Facebook, Google et autres vivent de cette information qu'ils rediffusent, mais sans jamais la rémunérer. Donc c'est un vrai problème de modèle économique. Et puis il y a un autre aspect peut-être, la lutte contre les fake news peut aussi passer par l'éducation, et c'est important pour les futures générations, parce que les fake news se répandent beaucoup, mais il y a deux universitaires, notamment l'un de l'université de Stanford, qui a étudié ce qui s'est passé pendant la dernière présidentielle américaine, et qui disait que finalement, je vous cite les chiffres de tête, les électeurs, à peu près 15% d'entre eux s'informaient essentiellement via Internet et les réseaux sociaux. Les autres restaient informés par la télévision, la radio, la presse. Mais c'est pour ça c'est la photo à l'instant T. Mais via les réseaux sociaux, ils lisent la presse sur les réseaux sociaux. Alors, mais c'est pour ça qu'il y a un travail, sur le journalisme.
on n'en sera probablement pas là aux prochaines présidentielles américaines ou françaises. Et il est évident qu'au fil des générations, on va aller de plus en plus vers une information via les réseaux sociaux. Donc il faut apprendre aux jeunes à distinguer, ou en tout cas avoir des outils, à savoir comment on fait pour juger qu'une information est plus ou moins crédible, selon sa source, selon la possibilité de la recouper ou pas, etc. Ça s'apprend. D'où l'importance de défendre une charte déontologique de journalistes. C'est pas, et de la mettre dans la c'est convention même collective. pas des journalistes qui justement sortent parce ces qu'à ce infos. moment-là, les citoyens et les citoyennes pourront faire, par le biais de l'éducation, la différence entre une information élaborée et construite par des journalistes et par un non-travail de journaliste. Donc vous pouvez penser que le métier de journaliste est mort. Je pense que le métier de journaliste n'est pas mort, voilà, et que nous pouvons le sauver. Non, moi je ne veux pas mourir non plus. Eh bien alors, je ne veux pas que ce métier meure. Donc c'est pour cela que je propose, et ce que d'autres défendent, qu'une charte déontologique du journalisme soit inscrite dans la convention collective du journalisme. Alors, je voudrais qu'on revienne sur... Madame Simonet. Oui, on ne va pas mourir. Pourquoi alors vous ne réagissez pas à ces propositions-là? Alors, on se souvient... Les chartes, c'est dans la loi Bloch, c'est obligé. Non, justement, elles sont différentes pour chaque comité de rédaction. Vous pouvez avoir une charte de déontologie du journalisme différente pour le journal, le président du Front National, et notre BFM. Une chaîne professionnelle de la fake news, eh bien, peut considérer que c'est compatible avec la charte du journalisme. Donc c'est du pipeau, justement. C'est des gens, c'est des individus, c'est des entreprises, c'est des millions de gens. La question n'est, vous ne leur ferez jamais la moindre charte à ceux-là. C'est des producteurs d'informations qui sont disséminés sur toute la planète. Vous n'arriverez jamais à rien. Que nous puissions respecter la profession de journalisme, parce qu'à ce moment-là, il y aurait des médias véritablement indépendants. Et comme ça, les citoyens et les citoyennes feront la distinction entre justement des sites qui se font passer pour des relais d'informations qui ne sont pas des informations travaillées par la profession du journalisme et les vrais sites d'information. Alors on revient aussi à ceux qui essaient de manipuler de l'étranger des États, parce qu'on se souvient quand même de l'influence de médias russes et un certain Emmanuel Macron qui, aux côtés de Vladimir Poutine, Ouais, nous sommes en mai dernier, le président russe est à Versailles et la conférence de presse commune avec Emmanuel Macron. Le président français répond à la question d'une journaliste russe sur le refus du candidat Macron d'ouvrir son QG de campagne à Sputnik et Russia Today, deux organes de presse financés par le Kremlin. Et vous allez l'entendre, mise au point sévère du chef de l'État. Les journalistes russes avaient eu des difficultés pour avoir accès à votre quartier général, à votre bureau. Qu'en pensez-vous de construire les relations avec les journalistes français, Monsieur le Président? Les journalistes étrangers, pardon, Monsieur le Président. J'ai toujours eu une relation exemplaire avec les journalistes étrangers, encore faut-il qu'ils soient journalistes. Quand des organes de presse répandent des contre-vérités infamantes, ce ne sont plus des journalistes, ce sont des organes d'influence. Russia Today et Sputnik ont été des organes d'influence durant cette campagne qui ont, à plusieurs reprises, produit des contre-vérités sur ma personne et ma campagne. Et donc j'ai considéré qu'ils n'avaient pas leur place, je vous le confirme, à mon quartier général. Voilà, et ça nous ramène aussi aux informations diffusées évidemment aux États-Unis pendant la campagne pour déstabiliser la candidate face à Donald Trump, évidemment. Donc on voit bien que là, la problématique, ce n'est pas un comité de déontologie, c'est d'avoir pour le coup une guerre qui aujourd'hui se mène sur le territoire de l'information, avec des moyens qui sont très importants et qui sont engagés par des États. Alors il y a ce qu'on voit. Ce que vous voyez là, effectivement, Sputnik et compagnie, ça, il n'y a pas de problème. Le Château d'A qui vient d'ouvrir voilà, qui maintenant poussé une chaîne en français. Eux, ils sont parfaitement tracés, mais ça ne les empêchera pas de colporter leur vérité. Alors leur vérité peut être une déformation de la vérité, peut être aussi, vous savez, il suffit de prendre une caméra, selon le zoom, le spectre, vous pouvez effectivement montrer une image qui est très différente, et on a plein d'exemples en tête autour de cette table. Bon, ça, c'est pas, donc, mais ça, c'est des médias qu'on va connaître. Mais ce qui, moi, m'inquiète beaucoup plus, c'est tout ce qu'on ne voit pas. C'est-à-dire tous ces officines qui existent dans des pays comme la Russie, comme, enfin, tous les pays asiatiques en général, qui sont très doués, qui font un travail sur lequel nous n'avons aucun moyen d'en apprendre, et qui se mêlent de plus en plus de notre vie publique. Vous allez voir le référendum sur la Nouvelle-Calédonie, sur lequel on peut être à peu près certain de l'intervention du régime chinois et des fake news chinoises et des médias chinois pour déstabiliser l'opinion sur place et effectivement chercher à tirer la couverture parce que c'est leur zone d'influence. Enfin, ils la revendiquent comme ça. Oui. Donc on est face à, je le redis, on est face à un sujet qu'il faut absolument appréhender. Alors il faut bien sûr moraliser ce qui peut être moralisé chez nous, mais en attendant, c'est une véritable guerre et on est au début de cette nouvelle guerre. Voilà. Oui, il y a une guerre, parce que le débat est toujours lancé, on va revenir d'ailleurs aux États-Unis, mais effectivement,
on peut essayer d'influer sur une élection présidentielle, comme on le dit aux États-Unis, avec effectivement des fake news et l'influence de médias étrangers? Allez-y. Oui, sûrement oui. Ah, sûrement oui. Attendez, mais d'abord aux États-Unis, malgré tout, quand on regarde, il y a eu plein d'études sur les fake news. La majorité n'était pas du tout russe. C'était généralement des choses à fin commerciale, faites depuis les États-Unis ou parfois depuis la Macédoine, parce qu'il y a des usines à fake news. Donc c'était pas étatique, c'était pour faire de l'argent. Première chose. Moi, il y a malgré tout quelque chose qui me gêne un petit peu dans cette affaire de fake news, où on a le sentiment que le système dit si les gens ont voté Trump, c'est parce qu'ils ont été intoxiqués par des fake news. S'ils ont voté pour le Brexit, c'est qu'ils ont été intoxiqués par le fake news. S'ils votent demain pour ou Mélenchon ou Le Pen, c'est qu'ils sont intoxiqués par des fake news. C'est-à-dire que je finis. C'est-à-dire qu'on a parfois le sentiment que cette affaire de fake news est utilisée. Je ne dis pas que c'est pas vrai. Oui, c'est vrai. Mais en même temps, est parfois utilisée par le système pour ne pas voir les raisons de la colère des gens. Malgré tout, moi, je crois que si les gens ont voté Trump aux États-Unis, c'est parce qu'ils n'étaient pas contents. Alors, il y a sûrement eu des fake news, mais s'ils ont voté le Brexit, c'est parce qu'ils n'étaient pas contents. Donc, c'est quand même ça le principal. Qu'il y ait des fake news, qu'il faille lutter contre, évidemment, mais attention à ne pas, du coup, s'exonérer, que les systèmes politiques ne s'exonèrent pas de toute responsabilité. Oui, tout à fait d'accord avec ça. Probablement, ces fake news n'ont pas fait changer d'avis grand monde, en réalité. Elles ont peut-être renforcé dans leurs convictions des gens qui avaient déjà des positions très arrêtées. Peut-être elles les ont mobilisées pour aller voter si elles étaient hésitantes, mais il y a probablement assez peu de personnes, d'électeurs, qui ont changé leur vote parce qu'elles avaient vu Clinton, ça a pu avoir un impact. Dans le cas de ce fameux Pizzagate, il y a eu quand même une histoire qui était assez sordide, qui a circulé. Ça peut avoir perturbé des électeurs. Il faut quand même pas prendre en compte que tout ça se joue parfois à quelques pourcents près ou quelques dizaines de pourcents près. Et puis ça n'a pas de raison d'être. Parce que ce qui est important par rapport à la rumeur dont vous parliez tout à l'heure, c'est que la rumeur, elle pouvait exister dans un quartier et elle n'était pas relayée par un journal. Bien sûr. Elle n'était pas relayée avec cette ampleur qu'il peut y avoir là. Voilà. Bien sûr. L'innovation technologique, les réseaux sociaux font que là où la rumeur était dite de bouche à oreille, elle est dite instantanément à des millions de gens. Donc ça change un peu la donne. Oui, au-delà de la fake news, il y a un autre phénomène qui va avec, qui est le fonctionnement des algorithmes qui font que ces plateformes vous envoient les informations auxquelles vous êtes naturellement sensible, que vous avez envie de voir. Et donc, d'une certaine façon, vous coupe du débat. Une démocratie, c'est aussi confronter les points de vue. Or, passer sa vie, sa journée sur Facebook, c'est, par le fonctionnement même de ces plateformes, avoir essentiellement, si ce n'est exclusivement, des informations qui vont dans le sens de ce que vous pensez déjà. Et un autre point qui n'est pas qu'accessoire, c'est qu'en fait tout le temps qu'on passe à démonter les fake news et tout l'espace occupé par les fake news ou ces fausses nouvelles en tout cas, c'est un espace qui n'est pas consacré justement aux vrais sujets, aux vrais débats. C'est aussi une vraie manière de désinformer de manière globale les populations. Alors Denis Simonet qui va nous expliquer qu'il nous faut une charte de déontologie alors qu'on est déjà totalement submergé. Là où il faut être lucide, c'est que Macron sur l'influence aux États-Unis. Macron parle de l'influence de Sputnik et de. Il y a eu des rumeurs sur lui, sur un compte à l'étranger. Qui ont fait campagne, par exemple en France, plutôt pour Marine Le Pen, soyons clairs, et qui, grosso modo, défendent le point de vue russe. Mais je veux dire, on a quand même l'écrasante majorité des médias qui défendent aussi un point de vue américain. Et on sait pertinemment qu'il y a une influence extrêmement forte et que le pouvoir médiatique est déterminant. On est plus dans un régime oligarchique que dans un régime démocratique. Donc oui, Madame Chabot, je vous redis que pour moi, la question de l'indépendance des médias par rapport aux grands groupes financiers est la question clé. Voilà. Alors, les grands groupes, quand même, on revient aux États-Unis. Sur cette affaire, justement, de l'influence des médias ou de fausses informations diffusées sur Facebook, Twitter et Google, il faut quand même rappeler que les représentants des trois groupes ont été convoqués devant le Congrès et ont dû s'expliquer devant la commission d'enquête américaine qui, justement, essaye de voir quelles auraient été les manipulations venant d'un certain nombre de sites et qui auraient pesé sur la campagne électorale. Et donc, si on arrive au roi, effectivement, de la fake news, c'est Donald Trump. Donald Trump, et on va revoir Donald Trump lors de sa première conférence de presse en tant que président américain. Conférence de presse durant laquelle il s'est attaqué à CNN, à un journaliste de CNN, reprochant à la chaîne de propager des fake news. Peut-on juste vous poser une question? Votre chaîne est horrible. Taisez-vous, taisez-vous. Allez-y, elle pose une question. Ne soyez pas grossier. Ne soyez pas grossier. Ne soyez pas grossier. Je ne vais pas vous donner de questions. Votre média est bidon.
Votre média évident. Et puis regardez, petit clin d'œil, c'est ce qu'avait publié Libération pour les 71 ans de Donald Trump le 14 juin dernier. 71 ans et 71 fake news de Donald Trump recensés par le journal Libération. Voilà, on s'en sort pas, le fake news. Non, mais c'est pour ça que c'est très compliqué. Enfin, compliqué. Le mensonge en politique, c'est pas bien. Mais enfin, ça fait partie de la politique, vous voulez dire. De la politique. Oui. Au nom de quoi faut-il l'interdire si moi demain je vais dire que la Terre est plate, c'est un mensonge. C'est une fake news. Quel est le motif pour m'interdire de le dire? Il faut que je crée un dommage, que je crée un trouble à l'ordre public, enfin, c'est un peu. Il suffit pas de dire des choses fausses pour mériter d'être interdit, sinon plus personne ne dirait grand-chose. Bon, très bien. Deuxième question d'aujourd'hui. Où faut-il juger les djihadistes français? On parle beaucoup du retour des djihadistes, la guerre étant terminée en Irak, en Syrie. Et le cas se pose à propos de 2 jeunes femmes, et l'une d'entre elles, en tout cas, Émilie Keuling, qui était arrêtée, qui est détenue par les Kurdes aujourd'hui. Oui, la jeune femme de 33 ans, réclamée par la justice française depuis 2015 dans le cadre d'une enquête liée à la filière dite de Nîmes, dans le Gard. Elle a été arrêtée début décembre. Cette recruteuse notoire se retrouve détenue dans un camp kurde en Syrie avec son fils de 4 ans, ses jumelles d'1 an, en compagnie d'autres femmes françaises. Et à noter qu'elle demande son rapatriement aux autorités françaises. Écoutez ce qu'en disait à la mi-journée la garde des Sceaux, Nicole Belloubet. Nous devons traiter les situations au cas par cas, avec l'idée que les personnes doivent être jugées dans les pays où elles ont été interpellées. Lorsque ces pays ont des institutions judiciaires qui sont reconnues, eh bien, elles seront jugées dans ces conditions-là, dans ces pays-là. Lorsque la situation est plus compliquée, eh bien, à ce moment-là, nous allons travailler avec l'ensemble des institutions que nous reconnaissons, des institutions humanitaires comme la Croix-Rouge, pour nous assurer que les conditions d'un procès équitable puissent effectivement être mises en place. Voilà, Denis Simonet, il faut les demander leur extradition, les récupérer, elles doivent être jugées en France ou elles doivent être jugées sur place? Elles doivent être jugées en France. Elles doivent être jugées en France et je pense que on a besoin de ces procès. D'abord, on a besoin de ces procès pour comprendre. Et puis, je pense que voilà, tous ressortissants français doivent être jugés en France. Voilà. Alexis Brézé. Le droit international, c'est pas ça. Le droit international, c'est qu'on est jugé. Là, on a commis un crime. Si un Chinois tue quelqu'un en France, il est jugé en France, il n'est pas jugé en Chine. Donc, la règle de droit, c'est quand même qu'on est jugé. Là, on a fait quelque chose. Après, se pose la question de savoir si l'État dans lequel il a commis respecte lui-même les règles de droit. Enfin, et si par ailleurs on a un accord avec lui d'extradition pour pouvoir sortir les gens et pour les juger. Là, il y a des gens qui sont en Irak. L'Irak est un État aujourd'hui reconnu, avec des règles de droit. Ils sont détenus par des Kurdes. Non, il y a les deux. Il y a ceux qui sont en Irak et ceux qui sont dans la partie tenue par les Kurdes de la Syrie. Oui. Elle est chez les Kurdes de Syrie. Mais c'est compliqué parce qu'en Irak, l'État irakien est un État qu'on reconnaît, donc il n'y a vraiment pas de raison de les faire revenir. À ceci près, malgré tout, c'est un État qui applique la peine de mort. Donc, mais normalement. Donc, si c'est un État qui applique la peine de mort, est-ce qu'au niveau du regard du droit français, même s'il s'agit d'un terroriste, est-ce que nous ne devrions pas demander à ce qu'il soit jugé c'est une position morale, mais en tout cas. Et puis après, il y a ceux qui sont en Syrie, enfin pas dans la Syrie syrienne, mais la Syrie tenue par les Kurdes, où là la question de l'état de droit est plus compliquée, mais où les Kurdes de Syrie disent nous, on n'en tient pas tellement les juger, mais on est prêt à le faire, et nous, on n'applique pas la peine de mort. Donc, a priori, cette Madame Keuling ne risque pas la peine de mort. Alors, ils doivent être jugés en France. Il y a question de principe ou question d'opportunité. La façon dont Nicole Belloubet s'exprimait, en parlant de cas par cas, est un petit peu tortueuse, sinueuse. Elle est un peu tortueuse et sinueuse. De ne pas décider, parce qu'effectivement, soit on considère qu'on a des États souverains reconnus avec un système judiciaire. Et donc dans ces cas-là, il n'y a aucune raison que ces individus rentrent en France pour être jugés. Soit on considère qu'il y a effectivement un problème de principe avec le fait que ce soit des États qui appliquent la peine de mort. Mais je ne crois pas, alors je ne suis pas suffisamment juriste, mais que quand un Français est susceptible de passer en justice aux États-Unis où la peine de mort existe, on exige son rapatriement. Donc
Il faut choisir un des deux principes qui ne sont pas forcément compatibles en l'espèce, mais là c'est vraiment une façon de biaiser. Il y a quand même, alors c'est difficile, quand ce sont des femmes, c'est difficile de savoir si elles ont combattu, mais en même temps il y avait des soldats français qui participaient au combat contre les djihadistes. Donc au fond, est-ce que ce sont des combattants aussi contre la France, contre les soldats français? Donc je veux dire, c'est pas la même chose que quelqu'un qui est condamné pour un vol aux États-Unis, c'est de la trahison, c'est une situation un peu différente. Absolument, je crois qu'il faut, dans ce genre de situation, il faut prendre ses responsabilités. Et je crois que tous ces gens les ont prises. Tous ces gens, en plus, on les ont prises parce qu'ils ont vu clairement dans quoi ils s'engageaient. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a peut-être l'approche un peu virtuelle via les réseaux sociaux d'une espèce d'idéalisme de combattants, d'un monde nouveau qu'on va faire naître contre les uns, contre les autres, contre l'impérialisme, etc. Puis une fois qu'on est sur place, quand on voit la réalité, la violence, les destructions, la mort, les tortures, les exécutions publiques, là, on est dedans. C'est pour ça qu'on doit les juger. Voilà. Oui, mais je pense qu'il faut aussi les juger. Il faut tenir compte du fait qu'ils ont commis des crimes avec des populations qui ont été localement, qui ont été massacrées, qui ont perdu leur maison, leur vie, leur métier, leurs enfants, etc. Et des personnes aussi en France victimes des actes terroristes. Bien sûr, mais par voie de conséquence, il y en a un petit peu moins par chance pour nous. Eh bien, je pense que la réparation, elle est aussi due aux personnes qui ont tout perdu là-bas ou qui ont perdu la vie. Donc il y a une logique à ce que ça se passe là-bas. Deuxièmement, je ne suis pas sûr qu'on ait besoin de tous ces procès chez nous. On a vu l'intérêt du procès Mera de manière pour moi très très relative. Si c'est pour faire des grands déballages où tout d'un coup on a des Madame Mère Mera qui vient nous expliquer qu'elle est une bonne mère avec une pratique du djihad en France qui est la charia qui me paraît un peu décalée par rapport à l'esprit du vivre ensemble républicain tel qu'on le conçoit, un peu décalé. Voilà, donc tout ça n'a pas, tout ça, pardonnez-moi, ça n'a pas droit de citer. Et là, je le redis, à un moment donné, les gens doivent prendre évidemment leur responsabilité. Alors, bien sûr qu'il y a le droit à la repentance. J'entends d'ailleurs un propos colporté par un avocat en disant effectivement, elle a fait. Oui, c'est trompé. On a été trompé. C'est peut-être un peu facile. Et puis deux, c'est trop tard. Et qu'à un moment donné, quand on enfreint toutes les règles, si vous roulez à contresens sur l'autoroute pendant 500 bornes, vous n'êtes pas surpris de prendre une voiture en face un jour. Mais que les choses soient claires, c'est pas du tout. De la part de ces personnes, elles nous disent, moi je reconnais pas les lois de la République française. D'ailleurs, même la vie humaine a finalement peu d'importance par rapport à mes principes religieux tels que je les interprète. Et puis, tout d'un coup, quand je me retrouve emprisonné, je voudrais bien que les lois de la République française s'appliquent. Vous êtes d'accord pour que les dirigeants de Lafarge soient bien jugés en France, ce qui est d'ailleurs le cas en ce moment, parce que l'entreprise Lafarge, qui a financé le djihadisme en Syrie, ils ont payé, c'est pas tout à fait la même chose, ils n'étaient pas combattus avec des armes. Mais vous êtes d'accord pour que le procès se poursuive en France? Ça va de soi. Ça va de soi. Et pourtant, c'est là-bas qu'ils ont donné près de 15 millions de dollars à l'organisation Daesh qui a contribué à financer un petit peu différent quand même. Ils sont en France, ils n'ont pas été arrêtés en combattant. Pour les faire juger. Non, je suis d'accord pour qu'ils rendent des comptes ici. Mais je pas nos ressortissants. Maintenant, s'ils vont là-bas et qu'ils se font prendre, ils prennent un risque. Là-bas, oui, ils seraient jugés là-bas. Comme si vous enfreignez la loi américaine et que vous passez par les États-Unis, vous êtes effectivement coincé. C'est aux salariés là-bas qu'ils ont fait peser un énorme risque. Mais ils ont pris ces décisions de France. Enfin là, je vois pas bien pour une entreprise. Ils ont pris ces décisions à la fois de France, du siège de Lafarge et à la fois de là-bas. Question qui est aussi liée aux enfants. Il est toujours emprisonné, le patron. Et pour l'instant, la justice n'est pas encore passée, pardon. Non, parce que le juge des libertés a voulu le laisser en liberté. Il y avait une demande pour qu'il soit... Ce qu'on appelle une présomption d'innocence, il faut passer par la case tribunal. Non, l'enfermement se tenait, il a été demandé. Il se tenait, c'était justifié. Il y a tellement de gens qui méritent d'être en prison, qui sont condamnés, qui ne sont pas de prison. 15 millions de dollars. Oui, que 15 millions de dollars. Question... Pas rien, Question, qu'est-ce qu'on fait des enfants? Mais on en parle peu quand même de ce procès. Qu'est-ce qu'on fait des enfants si les mères, elle n'est pas seule, Émilie Koenig dans ce cas, restent sur place? Qu'est-ce qu'on fait des enfants? Est-ce qu'il faut les rapatrier, les confier aux familles? C'est terrible, l'histoire des enfants, elle est absolument terrible parce que tous les psychologues, etc., disent que si ils reviennent, on ne peut pas du tout savoir ce qui se passera. C'est-à-dire que ce sont des bombes, ce sont des enfants qui on a fait faire des choses atroces, qui ont même souvent tué des gens. Quelles conséquences ça peut avoir quand ces enfants qui ont fait ça parfois à 8, 10 ans auront 16, 17, 18 ans? Personne ne peut absolument savoir à qui les confier, à leur famille, à leurs grands-parents. À des structures d'accueil dont sachant qu'une chose, ça s'est échappé. Enfin, c'est un truc, c'est une histoire sans solution. Alexandre Lafaille, on confie les parents. Là, on a un problème pour le coup, autant vis-à-vis des parents. Moi, j'ai pas d'état d'âme. Alors, j'entends la peine de mort. C'est pas une question d'état d'âme. Mais non, mais c'est même pas une question de droit. Non, mais pour moi, je suis là pour le coup, je suis dans le droit. Le droit, il est clair, il est simple. En l'occurrence, il y a des fautes commises en droit précis. Il faut que les peines soient prononcées là-bas. Il y a un risque de peine de mort. Oui, c'est un peu dommage, c'est un peu contre mes valeurs. Mais je reconnais qu'ils ont tellement donné la mort aussi qu'à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions.
Sur les enfants, c'est un vrai sujet. Parce que c'est vrai qu'on ne peut pas condamner les enfants par principe, mais on sait que ces enfants-là seront extrêmement difficiles à reprendre, à réinsérer. Voilà. Je ne sais pas comment on peut faire. Je pense qu'il faudra là encore faire du cas par cas. Je pense que dans ce genre de cas-là, il faudra aussi faire preuve pour le coup de beaucoup d'humanisme. C'est-à-dire qu'il faudra donner la chance à la chance en essayant de faire du mieux possible, mais en étant très vigilant, parce qu'il n'est pas impossible que malheureusement, dans certains cas, on ait vraiment des bombes à retardement et qu'on aura beau faire tout ce qu'on veut en matière de pédagogie, de formation, de déradicalisation, ça peut être très compliqué. Donc il y aura une prudence infinie et il faudra y consacrer sans doute des moyens. Là aussi, c'est des moyens qu'on pourrait consacrer plutôt à la reconstruction de la Syrie plutôt aussi que de faire des procès. Ça va coûter très cher de s'occuper de tout ça. Bon, ça va coûter très cher. Julien Arnaud, d'autres choses aujourd'hui qu'il ne fallait pas rater. Rater, effectivement, puisque le chef de l'État lui a poursuivi son marathon des vœux aux autorités religieuses, notamment aujourd'hui. Vœux qui est une tradition ancienne que la République a restaurée en 1947, a expliqué Emmanuel Macron. Un discours d'une trentaine de minutes devant 2 responsables de chacune des 6 religions majoritaires en France. Alors vœux en quelque sorte à huis clos, pas de caméra en tout cas, même si on a eu le discours par la suite. Il a parlé notamment des lois bioéthiques, la PMA, la GPA, des différents cultes. Et puis, d'un autre sujet, c'est ce que nous raconte le président de la Fédération protestante de France des migrants. Le président a été très long sur cette question de l'accueil des réfugiés, sur la mission de la France, qui est une terre d'asile, une mission qu'elle doit respecter. Et il a été très conscient des interpellations fortes que les associations engagées dans l'accueil des réfugiés lui ont adressées. C'est un vrai sujet, c'est un vrai débat. Voilà, le président à l'écoute et parlant des migrants et écoutant ceux qui s'inquiètent du sort qui sera fait aux migrants et de l'accueil. Non, le président de la République reçoit les représentants des 6 grandes religions. Or, c'est une discrimination vis-à-vis de l'égalité républicaine. Vous avez un citoyen français sur 2 qui ne doit pas recevoir les religieux, il doit pas recevoir les représentants religieux. C'est une tradition de la République. Ah bon. L'ensemble des familles spirituelles. Oui. Et l'ensemble des familles spirituelles, ça n'est pas simplement, ça n'est pas réductible, à celles qui sont de croyances religieuses monothéistes. C'est aussi, les humanistes maçonniques, c'est un meeting qu'il faut faire. C'est une réunion à l'Élysée. Un Français. Un Français et une Française sur 2 n'est pas représenté. C'est totalement discriminatoire. Un sur 2 l'est, c'est bien. Et puis ça rappelle une chose qui est importante. Non, parce que par exemple, les familles, tout le monde ne se sent pas. Quand ils reçoivent les ambassadeurs, et un Français sur 2 est pas remplacé par les ambassadeurs, ils reçoivent les journalistes, un Français sur 2 ne se sent pas du tout. Quand ils reçoivent les syndicats, un Français sur 2 n'est pas syndiqué. L'État chez lui, l'Église chez elle. Voilà, c'est Victor Hugo qui disait ça. Voilà. Et la République ne reconnaît et ne finance aucun culte. Non, c'est pas mon point de vue, c'est la loi 1905. Olivier. Olivier. Discours et de ce qui est transparu dans la presse, le piétine complètement. Parce que il dit l'État et la République est laïque, mais la population ne l'est pas. Mais la population, elle reconnaît la laïcité, elle n'a pas envie d'être réductible. On a compris. David Simonet, vous êtes choqué, Olivier. La laïcité, ça ne veut pas dire aucune religion nulle part. Ça veut dire on en privilie aucune. Mais ça veut dire qu'il y a toutes les orientations, pas spirituelles. C'est pas simplement les religions. Mais elle joue un rôle très important. Alors, on finit, Olivier. Et pourquoi est-ce qu'elle représente il tente de définir son chemin là-dessus. Il faut bien dire qu'il s'est peu exprimé pendant la campagne là-dessus, que les troupes des députés, en particulier de La République En Marche, sont un peu perdus là-dessus. On n'a pas parlé pendant la campagne, ils sont arrivés un peu tous avec leur sensibilité, et donc ils ont envie qu'on leur dise le macronisme et la laïcité, c'est quoi, ça donne quoi. Donc là, il s'est mis un petit peu sur des niveaux des principes très généraux. Il a dit ce qui est quand même une vraie inflexion par rapport à François Hollande, quand on se pense à ce qui s'était passé au moment du mariage pour tous. Il a dit aux représentants de toutes les religions, vous êtes légitimes pour vous exprimer dans le débat public. Il a parlé des migrants, il a parlé de la loi sur la bioéthique qui va arriver. Il leur a dit très clairement, donnez votre avis là-dessus. Et ensuite, mais il n'a pas dit les autres n'auront pas le droit de donner leur avis. Et ensuite, il leur a dit, une fois que la loi est votée, c'est la loi de la République et elle s'applique pour tout le monde. Et voilà, je vous remercie tous.